Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Anthony Aguilar, est avec nous. Bon retour parmi nous, Anthony. Bonjour Nima. Merci de m'accueillir. C'est toujours un grand plaisir, Nima. Et je voudrais commencer par ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Comme vous le savez, ce protocole d'accord, ce délai de 60 jours, hier soir était le dernier jour. Enfin, hier était le dernier jour de ce protocole d'accord, de ces 60 jours définis lors des négociations. Mais le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas prolonger ce délai, car il n'était fait aucune mention de 60 jours, d'un calendrier ou d'une échéance dans ce protocole d'accord, dans ce document. L'autre point, c'est que l'Iran affirme, comme l'a rapporté Reuters, que tôt ou tard, il va faire quelque chose au sujet du blocus. Cela veut dire que nous pourrions assister à une forme de confrontation. Il y a seulement une heure, nous avons appris qu'un des pétroliers des Émirats arabes unis avait été saisi près de l'île de Keshm, en Iran. Il empruntait essentiellement ce qui était la route désignée par l'Iran, vous savez, et il a été saisi près de cette île, l'île de Keshm. Et l'autre point, c'est que Donald Trump exige une reddition totale. Il dit que l'Iran doit faire quelque chose à ce sujet. Aujourd'hui encore, pour la deuxième fois, il a déclaré « Nous allons bombarder l'Iran ». Et il n'est pas satisfait. Ce qu'il semble, c'est qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe entre l'Iran et Oman, ni du nouveau mécanisme qu'ils sont en train de définir pour le détroit d'Ormuz. Au vu de ce qui se passe, Tony, j'ai aussi oublié de mentionner l'autre point soulevé hier par Marjorie Taylor Greene. Elle a dit qu'il discutait sérieusement de l'utilisation de bombes nucléaires et de la manière dont cela allait changer la situation, avant tout pour Israël. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe entre les deux parties, les États-Unis et l'Iran? Eh bien, voilà une excellente introduction au sujet important. Et pour le redire, l'emploi d'une arme nucléaire tactique, est une éventualité et un risque qui me préoccupe depuis que nous avons commencé à parler de ce conflit le 28 février, puis en mars et au-delà. Tout simplement en raison des options militaires qui sont limitées, du manque de volonté politique, du manque de volonté nationale. Je reviens toujours à la puissance nationale et à la trinité que constituent la gouvernance et la sécurité ou la défense d'une nation. Et dans ce conflit, on ne pouvait pas gagner avec des missiles et des blocus. Ces éléments ne font pas gagner les guerres. Et les États-Unis, en tant que peuple gouverné, n'ont ni l'appétit ni la volonté nationale de s'engager dans une guerre terrestre prolongée. Alors, si l'on regarde comment Donald Trump tente d'obtenir une solution militaire pour ramener les négociations à la table, surtout quand on sait qu'il y a 60 jours, la porte de sortie la plus faisable était le protocole d'accord en 14 points qui a expiré ce matin. Et aussi, comme vous l'avez souligné, il n'y avait pas de calendrier officiel de 60 jours dans ce protocole d'accord. Mais c'est ce qui avait été évoqué lors des discussions informelles sur la manière dont il devait se dérouler. Les conditions à remplir au cours des 30 premiers jours concernant le détroit d'Ormuz, puis les 60 jours suivants, toujours autour du détroit d'Ormuz, avec la levée des sanctions, le dégel des avoirs et ce à quoi ressemblerait un retour à la normale dans le cadre de ce protocole. Or, cette porte de sortie est dépassée depuis longtemps. Nous n'avons plus cette stratégie de sortie. Je crains donc qu'une option nucléaire soit depuis longtemps sur la table. Nous le savons, parce que le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a dû empêcher le président d'aller trop loin. Que ce soit en retenant les codes, en tenant bon et en disant « Non, monsieur, nous n'allons pas retenir cette option », alors même qu'il risquait d'être renvoyé si cela avait été le cas.
Nous savons que l'option nucléaire a été évoquée. Je suis donc très convaincu que le gouvernement des États-Unis, le président des États-Unis, l'autorité nationale de commandement, va recourir à une option nucléaire tactique. Parce que, comme vous l'avez encore souligné dans votre excellente introduction, où est l'offre politique? Où est le retour à la diplomatie? Nous avons désormais les États-Unis et l'Iran avec des exigences maximalistes. Donald Trump est maintenant revenu à l'exigence d'une reddition sans condition. L'Iran ne capitulera pas face à une reddition sans condition, à moins d'être militairement mis à genoux. Cela n'arrivera pas. Et si cela arrivait, ce ne serait pas de sitôt, ni sans de lourdes pertes américaines en vies humaines et en ressources. Et je veux simplement souligner un autre point. L'option nucléaire n'est pas quelque chose que je préconise, que j'encourage, ni que je voudrais un jour voir se produire. Cependant, en tant que réaliste, au vu de ce qui a été discuté, et maintenant que nous avons Marjorie Taylor Greene, qui, même si elle n'est plus membre en exercice du Congrès des États-Unis en tant que représentante de la Géorgie, est probablement encore en contact avec des personnes qui savent certaines choses. Et nous savons déjà que l'option nucléaire a été discutée par les voies officielles. Ce n'est plus un secret. Je prends aussi en compte les autres considérations autour des discussions sur le nucléaire. Les États-Unis disposent en Europe d'un arsenal conséquent d'armes nucléaires tactiques, plus de 200. Près de 60 se trouvent en Turquie. Ces armes nucléaires peuvent être déplacées vers la zone d'opération, comme ça. En fait, si j'étais parieur, je dirais qu'elles y sont déjà. Et la bombe nucléaire à gravité B-61 peut être larguée depuis un F-35. Elle ne peut pas l'être depuis un F-22, à cause de la conception de sa soute à bombe. Mais elle peut être larguée depuis un F-35. Elle peut aussi l'être depuis un F-16, toutes aises dont nous disposons sur le théâtre d'opération. Donc, si l'on prend le fait que cette capacité existe, qu'il y a désormais la propension ou la volonté de l'utiliser et que l'option de livraison par avion capable de la larguer ou les moyens de la livrer via l'adaptation d'une ogive à des missiles de frappe de précision, tout cela est faisable et déjà présent sur le théâtre d'opération. Je crains donc qu'en plus d'être au bord d'une guerre régionale plus vaste, qui devient chaque jour davantage une troisième guerre mondiale, au sens réel d'une guerre mondiale, nous assistions, dans un avenir proche, au déploiement et à l'utilisation d'une arme nucléaire tactique par les États-Unis d'Amérique contre l'Iran. C'est, je le crois très fermement, ce que nous allons voir. Et la raison pour laquelle je le pense aussi, j'ai en quelque sorte fait allusion à d'autres éléments, c'est qu'au cours des 30 derniers jours, ou disons des 2 derniers mois maintenant, cela remonte un peu, peut-être aux 30 derniers jours, je dois vérifier les dates. Mais le général Chris Donahue, commandant de l'armée américaine en Europe, a été limogé par Pete Hegseth. Tout comme le commandant du 5e corps de l'armée américaine, l'armée de théâtre pour l'Europe, Charlie Costanza. Ce sont 2 officiers avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai travaillé et que je connais. Ils sont fermes sur les valeurs et les principes. Ils sont très compétents et expérimentés. Ce ne sont pas le genre d'officiers généraux que vous voudriez limoger en pleine guerre, quel que soit l'endroit où elle se déroule. Mais ils ont été limogés. Pourquoi? Eh bien, l'arsenal nucléaire tactique américain est déployé en Europe. Le commandant de théâtre et le commandant adjoint du théâtre pour l'armée de terre, le général Donahue et le général Costanza, sont les officiers généraux habilités à déployer, utiliser et déplacer ces munitions. Je suis tout à fait convaincu que cette conversation a eu lieu entre le président Pete Hegseth, le chef d'état-major interarmé, et le commandant de l'UCOM, le général Alexus Grinkiewicz, qui a aussi déclaré publiquement « Et les États-Unis ne peuvent plus protéger leurs intérêts
tout en continuant à soutenir Israël dans cette guerre. On ne peut pas faire les deux. C'est ce qu'a dit ce général. Et peu après, 2 autres généraux de l'armée de terre ont été limogés. Je pense qu'ils ont été limogés parce qu'ils se sont fermement opposés à cette ligne d'action. Non, nous ne soutenons pas cette ligne d'action. Si vous voulez suivre cette ligne d'action, Monsieur le Président, si vous voulez suivre cette ligne d'action, Monsieur le Secrétaire, nous ne la soutenons pas. Et ils ont ensuite été limogés. Pourquoi sinon, les 2 principaux commandants du commandement de théâtre et du commandement de combat subordonnés auraient-ils été limogés au commandement européen? Pourquoi? Cela n'a pas de sens, à moins de regarder le lien avec l'EUCOM. L'EUCOM des États-Unis, un commandement de combat, est le principal commandement de soutien du commandement central des États-Unis dans ce conflit avec l'Iran. Donc quand je regarde tous ces indicateurs et que je les relie entre eux, je suis très convaincu que le président des États-Unis étudie des options pour l'emploi d'une arme nucléaire tactique. Il sera probablement utilisé sur la montagne de Pickaxe ou quelque part sur l'un des sites d'Ispahan ou de Fordow. Mais nous savons que nous les avons déjà frappés en remontant jusqu'à l'opération Midnight Hammer. Et cela n'a pas produit le succès ni l'anéantissement que Donald Trump a tenté de vendre au peuple américain. Le président a aussi laissé entendre, si l'on remonte à environ 2 semaines lors de ses rodomontades et de ses échanges à ce moment-là, que si l'Iran ne se conforme pas, ne cède pas le détroit et ne négocie pas, les États-Unis utiliseront une arme qu'on n'a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il n'y a qu'une arme, à mes yeux, qui représenterait un tel niveau de menace, une arme nucléaire. Je suis donc très préoccupé par le fait que les États-Unis se rapprochent de plus en plus de cette option, qui ne fera qu'élargir le conflit à un niveau que les États-Unis ne pourront pas gérer dans la région. S'ils utilisent l'arme nucléaire, ce sera une manœuvre tactique pour obtenir un avantage stratégique. Quel serait-il, Anthony? Quelle victoire stratégique tirerait-il de cet usage tactique du nucléaire? Vous avez évoqué la montagne de Pickaxe. Je comprends tout à fait qu'ils pensent que cet uranium enrichi à plus de 400 est peut-être sous cette montagne. C'est pour ça qu'ils essaient de la frapper. Mais quelles en seraient les conséquences? Comment voyez-vous les répercussions du recours à nouveau à une bombe nucléaire, à une arme nucléaire? Eh bien, ce ne sera pas, excusez le bruit. J'imprime une photo de la bombe nucléaire tactique B-61 pour que les gens puissent se faire une idée de ce dont on parle. Vous savez, quand on pense à une arme nucléaire, on pense souvent aux armes de la triade nucléaire américaine, associées à la destruction mutuelle assurée, à la guerre froide. Vous savez, à ce qui a été largué sur Hiroshima et Nagasaki. À ce niveau de destruction, à ce type de bombe nucléaire, à ce niveau de jeu au bord du gouffre. La différence ici, c'est qu'on ne parle pas d'une frappe avec une arme nucléaire Minuteman III. On ne parle pas d'une frappe menée par un B-52 avec une B-83, ce type de bombe nucléaire. On ne parle pas non plus d'un Trident II tiré depuis un sous-marin de classe Ohio, même si c'est certainement une option. Parce que l'USS Alaska, qui est un sous-marin de classe Ohio à propulsion nucléaire, mais aussi capable d'emporter des ogives nucléaires, se trouve dans le golfe Persique, ou plutôt, excusez-moi, dans l'océan Indien. Donc c'est une option. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle, c'est du déploiement de la bombe nucléaire tactique B-61. Et c'est en quelque sorte le standard auquel les États-Unis ont recours aujourd'hui pour leur arsenal nucléaire, depuis la fin de la guerre froide. Et cette bombe B-61, c'est celle-ci, juste là. Vous la voyez sur un petit chariot? Oui. Elle fait à peu près la taille d'une JDAM. Elle fait à peu près la taille d'autres bombes,
En fait, elle est plus petite qu'une JDAM ou que d'autres bombes de 2000 livres, du genre de celles qu'Israël utilise tous les jours et continue d'utiliser. Elle n'est même pas aussi grosse que l'une d'entre elles. Évidemment, c'est une puissance tactique. Plus encore que la puissance explosive, plus encore que les destructions, plus encore que ce qu'elle fera ou ne fera pas. Parce que personnellement, je pense que larguer la bombe nucléaire B-61, une arme nucléaire tactique, sur Pickaxe Mountain ne fera rien d'autre que laisser une sacrée cicatrice dans le sol ou sur le flanc de la montagne. Pickaxe Mountain est enfoui sous près de 120 mètres de granit massif. Ce n'est pas la seule solution. Et je le sais parce que si l'on revient aux options du complot, en examinant la Corée du Nord, l'Iran, ce que nous appelions la neutralisation des cibles durcies, des cibles souterraines, renforcées, dans des bunkers profondément enfouis. La seule façon d'entrer dans Pickaxe Mountain est de véritablement saisir, neutraliser, détruire ce qui pourrait relever de la capacité nucléaire liée à l'uranium enrichi, c'est d'envoyer des troupes au sol, d'y entrer et d'aller le chercher. Et nous savons que cette option ne réussira pas. L'option consistant à larguer une arme nucléaire ne permettra pas non plus d'atteindre cet objectif stratégique. Rappelez-vous les objectifs qui avaient été définis pour expliquer pourquoi nous menions cette guerre. Et l'ironie, c'est que la raison pour laquelle nous continuons aujourd'hui à nous battre pour le détroit d'Ormuz ne faisait même pas partie des objectifs pour lesquels nous sommes entrés en guerre. Je veux dire, l'ironie est flagrante, mais envisager l'emploi d'une arme tactique sur le mont Pickaxe ne permettra pas d'atteindre l'objectif stratégique. Ce que cela ferait, sur le plan stratégique, c'est créer un niveau de chaos supplémentaire quand on prend en compte la Chine, puissance nucléaire, la Russie, puissance nucléaire, le Pakistan, désormais membre de l'alliance avec la Turquie et l'Arabie saoudite, puissance nucléaire. Et quand on considère ces résidus énergétiques, ainsi que les effets de deuxième et de troisième ordre dans la région, et ce qui pourrait ensuite se produire en matière d'escalade nucléaire. C'est ça, la vraie préoccupation dans cette affaire, et je ne pense pas que le président la prenne en compte. Alors, qu'est-ce que l'utilisation de cette bombe gravitationnelle B-61 va permettre d'accomplir? L'ogive ne pèse qu'environ 318 kilos. Enfin, tu pourrais la soulever au développé couché, Nima. Ce n'est pas énorme. Donc, si l'on réfléchit à l'usage de cette bombe et à ce qu'elle permettra d'obtenir, pas grand-chose. C'est la position maximaliste à laquelle Donald Trump est revenu. On l'a vu encore et encore. Donald Trump revient sans cesse à cette exigence maximaliste. Et cela ne produit pas l'effet recherché, qui est de mettre fin à ce conflit. Je pense que l'Iran est ouvert à la diplomatie. Je pense que dans le continuum du conflit, nous faisons en quelque sorte des allers-retours entre la voie de la diplomatie et une guerre totale de grande ampleur. La diplomatie ou la guerre totale, voilà. Eh bien, cette voie de retour à la diplomatie n'est pas sous le contrôle des États-Unis. Les États-Unis n'ont plus le levier ni le contrôle politique nécessaire dans cette voie pour éviter la guerre. C'est l'Iran qui contrôle cette voie. Mais l'Iran ne va pas céder à des exigences diplomatiques ou politiques qui seraient inférieures à ce qu'il exige au maximum. Donc, quand vous avez deux positions fondées sur des exigences stratégiques maximalistes, cela ne présage rien de bon pour la fin d'un conflit. Et je pense que nous allons voir, parce que voilà les options militaires. Je me suis penché là-dessus, et je pense que votre public trouvera ça. Moi, j'ai trouvé ça intriguant. J'ai trouvé très intéressant de regarder comment nous menons cette guerre en ce moment. Nous essayons d'en faire une bataille de porte-avions. On essaie d'en faire une bataille de la Navy. On essaie d'en faire une guerre de la Navy. Eh bien, on a tous entendu les informations récentes, n'est-ce pas? Et c'est un autre point que je veux vraiment souligner. S'il reste du temps dans cette séquence,
à l'intention des marins à bord de l'USS Abraham Lincoln, le CVN-72. Parce que je pense que davantage de gens doivent entendre la vérité sur la réalité de ce à quoi nous faisons face, de ce à quoi les États-Unis font face en ce moment. Car nous n'étions pas préparés à ce conflit. À l'heure actuelle, l'USS George Washington, un porte-avions de classe Nimitz, est en route ou sur le point de l'être vers la mer d'Arabie ou l'océan Indien pour remplacer l'USS Abraham Lincoln, le CVN-72. Vous remarquez ces numéros CVN, 72, 73? Cela veut dire qu'ils ont été construits juste l'un après l'autre. Ce sont tous les deux des porte-avions de classe Nimitz. Le George Washington n'est pas un porte-avions de classe Ford, dernier cri, ultra avancé, qui arrive pour sauver la situation. Mais le George Washington est aussi vieux que moi. Il a été conçu il y a 44 ans. Il est en mer depuis presque 35 ans. Et moi, vous savez, quand on y réfléchit, voilà, je ne sors pas ça de nulle part. Je ne l'ai pas trouvé sur Wikipédia. Je ne tiens pas de ce que j'ai entendu. Je suis allé sur le site officiel du United States Naval Institute pour voir l'état de ces navires. L'USS George Washington a été conçu en 1982. Il a été mis à l'eau en 1992. C'est une conception vieille de 44 ans, avec 34 ans passés sur l'eau. It hit the water in 1992. It's a 44-year-old design, 34 years on the water, and it's replacing the USS Abraham Lincoln, which was designed... Et il remplace l'USS Abraham Lincoln, qui a été conçu la même année. Ce sont tous les deux des porte-avions de classe Nimitz. Et ce qui est pire, c'est que l'USS George Washington, ici le CVN-73 de classe Nimitz qui remplace le Lincoln, le CVN-72 de classe Nimitz, est accompagné d'un autre navire américain au sein de son groupe aéronaval ou de son groupe de frappe aéronaval, l'USS Benfold, le DDG-65. Au départ, il n'est pas parti avec le George Washington, parce que souvenez-vous, le George Washington est un porte-avions du commandement du Pacifique. Il est détourné, réaffecté pour remplacer le Lincoln, parce que cela n'avait jamais été prévu ainsi, compte tenu de la durée des déploiements. L'USS Benfold n'est pas parti avec le Washington. Il est en train de le rejoindre maintenant. Cela fait parler maintenant, parce qu'il était aux Philippines, où l'on effectuait le remplacement ou la réparation de pièces pour remettre en état sa climatisation, son système électrique, pour remplacer toutes ces choses qui tombaient en morceaux, parce que c'est un destroyer d'une classe plus ancienne. Donc, dans la zone d'opération, nous n'envoyons pas ce qu'il y a de plus récent, de plus avancé. Nous envoyons les vieilles choses, parce que franchement, c'est tout ce que les États-Unis ont en ce moment. Parce que rappelez-vous, l'ancien USS Ford. Vous vous souvenez de ce bâtiment? L'USS Ford, c'était un porte-avions de classe Ford, notre plus récent, notre meilleur et notre plus avancé. Il a été mis à l'eau en 2017. Eh bien, il est retourné en réparation parce qu'il y aurait eu un incendie dans une buanderie, soi-disant. Moi, je pense qu'il a été frappé par des drones iraniens ou par des missiles antinavires iraniens ou des torpilles. Mais il est hors du combat. L'USS John F. Kennedy, le prochain porte-avions de la classe Ford, vient tout juste d'obtenir le feu vert, si vous voulez. C'était dans l'actualité vendredi. Il a passé ses essais en mer et il va bientôt prendre la mer. Eh bien, ils ont précipité ça. Ils ont accéléré le processus. Et quand on prend quelque chose d'une telle ampleur et qu'on accélère le processus pour le faire approuver, il y aura probablement des problèmes. Peut-être un autre incendie dans la buanderie. Je ne sais pas, mais il n'est pas encore prêt à entrer en guerre. Donc, nous menons cette guerre contre l'Iran avec du matériel vieux et hors d'usage, avec des marins, des aviateurs et des soldats qu'on fait repartir et revenir sans arrêt, et des marines à qui on dit « on y va pas, on y va pas ». Nous avons toujours la 82e division aéroportée déployée dans la région qui attend simplement.
82nd Airborne Division deployed in the region, just waiting. We still have the 5th Amphibious Response Group just sitting. Nous avons toujours le 5e groupe amphibie prêt à l'emploi qui attend là, à bord de l'USS Boxer, un porte-aéronef de classe Wasp. Et si vous voulez parler de vieux, je veux dire vraiment vieux. Voilà. Et au passage, le Washington va remplacer le Lincoln pour rejoindre l'USS G.W. Bush. Encore un bâtiment de classe Nimitz. Encore un porte-avions de classe Nimitz qui est vieux. Alors, quelles sont les options militaires? Quelles options militaires le président des États-Unis se voit-il proposer par l'amiral Brad Cooper, le commandant du commandement central américain? Quelles options militaires existent pour contraindre l'Iran à revenir à la diplomatie? Il n'y en a aucune. Nous avons épuisé nos munitions de frappe de précision. Nous avons épuisé nos munitions de précision à portée tactique et opérationnelle, ainsi que nos munitions stratégiques. Nous n'avons pas d'option militaire, à moins d'envoyer des forces au sol ou de trouver une autre solution. Et cela renvoie à la décision que Truman a dû prendre pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Est-ce qu'on envahit le Japon continental? On sait que cela va coûter la vie à des centaines de milliers de soldats, de marins et de marines. L'Amérique ne l'acceptera pas. Nous ne pouvons pas mettre des vies américaines en danger. Alors, nous allons utiliser la bombe nucléaire. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que Donald Trump estime être confronté au même calcul. Pour ma part, je pense qu'il se l'est imposé lui-même à cause de l'échec de ce conflit et de l'absence de stratégie. Mais si j'essaye de me mettre, vous savez, dans l'état d'esprit du président des États-Unis, je pense qu'il s'est convaincu que ce sont ses options. Soit des troupes au sol et des milliers d'Américains qui mourront. Des navires couleront, ou alors l'option nucléaire. Elle ne mettra pas fin au conflit. Elle ne fera rien pour y mettre fin, mais elle donnera une porte de sortie à Donald Trump. Parce que si Donald Trump peut convaincre sa base MAGA, n'oubliez pas, les élections de mi-mandat arrivent en novembre. Et devinez qui doit aussi faire face à des élections très bientôt. Netanyahou. Tous les deux cherchent une porte de sortie à ce bourbier. Tous les deux cherchent une issue à ce chaos. Utilisez une arme nucléaire, quelle que soit la vérité. Souvenez-vous de tout ce que j'ai évoqué avant sur le DIM. Vous savez, l'information, la mésinformation et la désinformation. Donald Trump n'a aucun problème à mentir au public américain. Il le fait en ce moment même au sujet des conditions à bord de l'USS Lincoln. Donc quand on examine ce que cela produira, cela ne produira rien. Mais Donald Trump peut le présenter comme une victoire à sa base MAGA, belliciste, à ces Américains qui veulent encore croire que nous gagnons ou que nous pouvons gagner ce conflit. Ce qui n'est pas le cas et ne peut pas l'être. Mais leur donner cette victoire en disant « Regardez, le détroit d'Ormuz n'a jamais fait partie de nos préoccupations. Qui s'en soucie? Le détroit de quoi? Un changement de régime? On s'en fiche. Si le peuple iranien veut un changement de régime, il peut le faire. Nous leur avons donné les clés du royaume. C'est à eux de jouer. C'est ainsi que Donald Trump voit les choses. Mais la question nucléaire, c'est quelque chose sur quoi il s'est appuyé depuis le début, n'est-ce pas? Que ce soit Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth, l'amiral Cooper, tous autant qu'ils sont. Parmi les différents objectifs, on revient toujours à cela. Celui qu'on peut isoler, celui qui reste toujours le même, c'est celui-ci. Ils ne peuvent pas avoir la bombe. L'Iran ne peut pas avoir la bombe. Eh bien, on ne peut pas prouver qu'ils l'ont. On ne peut pas prouver qu'ils ne l'ont pas. Tous les éléments venant de la communauté américaine du renseignement indiquent qu'ils ne l'ont pas. Mais les faucons, les partisans de la guerre au sein du gouvernement, disent qu'ils l'ont. Alors, quoi de mieux pour trouver une stratégie de sortie ou au moins essayer d'en trouver une? Je ne pense pas que ça marchera comme stratégie de sortie, mais au moins, cela donnera l'impression d'en être une à l'approche de novembre. Écoutez, nous avons détruit leurs capacités. Le président des États-Unis était prêt à faire quelque chose
qu'aucun président depuis Truman n'avait été prêt à faire. Et il l'a fait pour sauver le monde, pour protéger l'Amérique d'une bombe nucléaire iranienne. Voilà le récit. Je pense que c'est complètement bidon, mais c'est le récit que le président va tenter d'imposer. En résumé, il n'existe aucune option militaire réalisable qui permettrait d'aboutir à une situation finale que le président puisse vendre au peuple américain, à ses électeurs ou à sa base. Et l'emploi d'une arme tactique est envisagé. Elle est très probablement déjà sur le théâtre d'opération. Cette image que je vous ai montrée, vous savez combien de temps il faut pour en installer une sur un F-35 ou un F-22. Un bon armurier, un bon membre d'équipe d'armement peut le faire en environ 8 minutes. Elle sera utilisée, je le prédis. Je le pense depuis le début, parce que si vous regardez les options possibles, Donald Trump n'a aucune issue. Et il cherche désespérément une porte de sortie. Or, des hommes désespérés, dans des positions de pouvoir, font des choses stupides. Tony, quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur les autres pays? J'imagine que si les États-Unis utilisent des armes nucléaires contre l'Iran, l'Iran va chercher à se doter de l'arme nucléaire. Et pas seulement l'Iran, d'autres pays aussi. Tout le monde se dira, à quoi bon faire partie du TNP? Qu'est-ce que ça veut encore dire? Je pense que beaucoup de pays du Golfe, en Asie occidentale, se posent déjà cette question, quand on considère qu'Israël possède des armes nucléaires qu'il ne déclare pas et qu'il ne laisse pas les inspecteurs contrôler. Et il y a toute cette campagne de désinformation israélienne. Est-ce qu'on en a? Peut-être que oui, peut-être que non. Ils ont l'arme nucléaire. Depuis que John Pollard a espionné les États-Unis et vendu les secrets nucléaires à Israël, Israël en a. Ils ont l'arme nucléaire. Point final. Le reste de la région le sait. Et si vous êtes un pays de cette région, pourquoi devrions-nous respecter les règles? Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'armes nucléaires et que vous avez beaucoup de pétrole, il est très probable que les États-Unis vous envahissent. Demandez à l'Irak, demandez à l'Afghanistan, demandez à la Syrie. Si vous êtes une nation arabe, que vous avez beaucoup de pétrole et que vous n'avez pas l'arme nucléaire, les États-Unis vont vous faire la guerre. Alors, tous ces pays se disent, bon, les options, c'est soit se débarrasser de notre pétrole, soit obtenir l'arme nucléaire. Sauf que certains de ces pays ne peuvent pas se débarrasser du pétrole, parce qu'ils vivent de ça. Alors, quelle est l'option? Vous obtenez l'arme nucléaire, ou vous vous faites des amis qui l'ont, pas vrai? C'est ça, la nouvelle donne. Les amis ne laissent pas leurs amis se battre sans armes nucléaires. C'est la nouvelle devise du monde en guerre dans lequel nous vivons. L'Arabie saoudite l'a compris, pas vrai? Vous croyez que l'Arabie saoudite s'est associée au Pakistan et à la Turquie parce qu'elle aime le café turc? Le Pakistan a l'arme nucléaire et la Turquie est membre de l'OTAN. Reste à savoir si c'est un bon allié de l'OTAN, mais elle en est membre. L'autre chose qui est ironique, c'est que, vous savez, environ 54 de ces bombes nucléaires B-61 sont entreposées en Turquie sans pale, sans dispositif de verrouillage à action permissive. Autrement dit, elles peuvent être utilisées sans l'autorisation des États-Unis. Est-ce diplomatique de demander l'autorisation? Bien sûr. Si on respecte les règles, faut-il demander l'autorisation? Bien sûr. Mais quand on jette les règles par la fenêtre, quand on prend le droit international, les normes internationales, les accords internationaux et les attentes internationales, et qu'on jette tout ça par la fenêtre, alors quelles règles restent-ils? C'est l'aspect effrayant de ce que cette guerre a créé dans la région et dans le monde. Alors, que vont faire les autres nations?
Je pense que la Chine et la Russie sont en position d'aider l'Iran sur le plan diplomatique et militaire. Elles le font déjà et davantage si nécessaire. C'est pourquoi je pense à ceci. Imaginez simplement que pendant la Seconde Guerre mondiale, les alliances aient été légèrement différentes. Après l'Allemagne en Europe, les États-Unis, la Russie et les Soviétiques étaient alignés dans la lutte contre l'Allemagne. Nous étions alliés. Avec le Japon, les Russes n'avaient aucune sympathie pour les Soviétiques et les Russes n'avaient aucune sympathie pour le Japon. Mais imaginez que les alliances aient été légèrement différentes, que les États-Unis aient utilisé une arme nucléaire au Japon et qu'à l'époque, d'autres nations aient également possédé des armes nucléaires. Disons le Pakistan. Disons que si l'Union soviétique n'avait pas été notre allié à l'époque, après la fin du front européen. Parce que, rappelons-le, la victoire en Europe est arrivée avant la victoire dans le Pacifique. Alors, imaginez si les choses avaient été un peu différentes. Quelle aurait été la réaction du monde? On ne l'a pas vu à l'époque. Parce que vous savez, nous et les Soviétiques étions les seuls à développer des armes nucléaires tactiques militarisées. Point final. Mais le monde a changé. Et ce président, je crois qu'il utilisera bientôt une arme nucléaire tactique en Iran. Et le résultat serait catastrophique, en ce sens que cela nous amènerait à un point où on ne pourrait plus le cacher. Ce ne serait plus seulement moi qui dirais que nous sommes en guerre mondiale. Point final. Et je ne parle pas de la question philosophique. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a vraiment pris fin? Non, je parle carrément d'un affrontement entre l'Axe et les Alliés, d'une troisième guerre mondiale. Et on s'en approche. Les États-Unis ne sont pas en bonne position sur le plan économique, pas en bonne position sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire. Et c'est là qu'on se dit, bon, on vient de parler de tout ça, non? Autre chose qui s'est produite vendredi et qu'il est important de savoir. Andy Baker a démissionné du bureau du conseiller à la sécurité nationale. C'est préoccupant. La fracture au sein de l'administration Trump. Andy Baker a démissionné, il était conseiller adjoint à la sécurité nationale. Alors, qui est le conseiller à la sécurité nationale? Marco Rubio. Marco Rubio cumule toujours les fonctions de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, ce qui est une idée horrible, horrible. Andy Baker a démissionné. C'est un désaveu direct de l'administration. Donc il y a beaucoup de choses maintenant dont on ne sait pas vraiment ce qui se passe au sein de l'administration. Qui tire les ficelles? Qui dit quoi à qui? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Andy Baker a démissionné, c'est qu'il a essuyé beaucoup de critiques. Parce que la semaine dernière aussi, la communauté américaine du renseignement a dit qu'elle ne faisait plus confiance au renseignement israélien. Elle ne lui fait plus confiance. Ça ne vaut même pas le papier sur lequel c'est écrit. Alors, maintenant qu'on s'est débarrassé de Tulsi Gabbard, de Joe Kent, et maintenant d'Andy Baker, ces officiers généraux qui ont dit la vérité au pouvoir, qui conseillent désormais le président, eh bien tous ceux qui lui disent ce qu'il veut entendre, Pete Hegseth, etc. Donc c'est préoccupant. Mais vendredi aussi, le commandant du commandement central des opérations spéciales des États-Unis, le général de division de l'armée Jasper Jeffers, a changé de commandement et a remis le fanion au contre-amiral Donovan. Donovan va maintenant devenir le commandant du SOCENT. Jasper Jeffers est le commandant qui avait été nommé en janvier. Le président avait organisé une grande cérémonie lorsqu'il a annoncé le Conseil de la paix et il avait fait venir le major général Jasper Jeffers pour qu'il accepte le commandement de la Force internationale de stabilisation à Gaza. Eh bien, maintenant qu'il a quitté le commandement du commandement central des opérations spéciales, il est officiellement le commandant de la Force internationale de stabilisation. Ce week-end, il était avec Jared Kushner lors de ses discussions avec des représentants du Hamas avant d'aller parler au cabinet israélien, à Netanyahou,
à Smotrich et à d'autres des prochaines étapes à Gaza. About the next steps in Gaza. Jasper Jeffers was a part of that. So what does that mean? Jasper Jeffers en faisait partie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la Force internationale de stabilisation prévoit ce découpage qu'on a vu. C'est le plan de la FIS, d'accord? Juste ici. Donc, dans cette première phase, ici à Tal al-Sultan et à Rafah, là où j'étais lorsque j'étais à Gaza, c'est la première zone qui va être mise en place. Et cela prévoit, au total pour la première phase, 2500 soldats américains, pas l'ensemble de la FIS. Il y en aura davantage. Le Maroc, le Kazakhstan, l'Indonésie. J'oublie les autres pays qui fournissent des forces, mais ce sont les principaux. Mais les États-Unis fournissent d'abord 2500 soldats. Donc nous allons maintenant avoir à Gaza un commandant américain, un général de l'armée à 2 étoiles, bientôt 3 étoiles, qui commandera une force de la taille d'une brigade. Commanding a brigade-sized force. So add that to what's going on. Alors, ajoutez cela à ce qui se joue dans le conflit plus large entre les États-Unis et l'Iran. Ajoutez à cela le fait que ce week-end, Israël a continué à bombarder le Liban sans relâche. Ajoutez cela à cette situation explosive. S'il y a quelqu'un qui peut expliquer une meilleure issue, une façon de s'en sortir, j'aimerais vraiment l'entendre, parce que moi je ne la vois pas. Et quand on parle d'armes nucléaires, de vieux porte-avions délabrés, en train de tomber en ruine, qui ne peuvent pas obtenir une victoire militaire, et qu'on parle de soldats américains au sol à Gaza, tout cela est en train de se produire. C'est en train de se produire. Ça se produit. Alors, qu'est-ce que cela présage? C'est une situation dangereuse, Nima. Je suis très inquiet de la direction que cela va prendre dans la semaine à venir. Tony, quel est le plan? Vous en avez évoqué une partie. Vous avez parlé de la partie sud en disant qu'ils allaient, vous savez, commencer à y faire quelque chose. Mais il semble que Jared Kushner n'ait pas tellement réussi à convaincre Benjamin Netanyahou. Et les discussions ont lieu en ce moment même, puisque nous avons appris hier qu'ils avaient eu une réunion, Jared Kushner et Benjamin Netanyahou. Et nous avons entendu Ben Gvir parler des Palestiniens à Gaza. Il a dit, au minimum, il faut en tuer 30 à 40 chaque jour. Et cela ne va pas être facile pour Donald Trump, même avec ce plan qui est entièrement favorable à Israël. Eh bien, c'est là que les frictions commencent à apparaître, non? Et c'est là que vous savez, parce que certaines des personnes qui font partie de la 3e brigade d'assistance aux forces de sécurité, à Fort Hood, au Texas, c'est la Security Force Assistance Brigade, ou SFAB, rattachée au commandement central des États-Unis, serait probablement l'option à partir de laquelle le département de la guerre déplacerait des troupes pour la Force internationale de stabilisation. J'ai envoyé les informations dont je dispose sur ce dont j'ai été témoin à Gaza. En fait, lorsque Brad Cooper s'est rendu pour la dernière fois en Israël, sur le site de coordination humanitaire de l'ONU, que les États-Unis ne gèrent plus, mais qu'il tentait de... Tout ce que j'ai, mes dossiers sur les crimes de guerre en cours, jusqu'aux endroits précis où les corps sont enterrés à Gaza, je le lui ai envoyé. Et je lui ai dit, vous savez, si vous prenez en charge cette mission à Gaza, vous devez savoir ça. Vous devez en avoir conscience. Alors, à ces responsables militaires, j'espère que certains ont encore un minimum de moralité et restent fidèles à leur serment envers la Constitution et non envers le pouvoir. C'est une préoccupation pour Netanyahou, parce que l'armée israélienne a réussi en grande partie à dissimuler les choses. La digue a cédé, mais ils essayent toujours de cacher aux médias et au regard d'autres militaires ce qui se passe à Gaza. Et quand j'y étais, il m'est apparu clairement que les personnes qui laissaient entrer à Gaza, moi-même et la Fondation humanitaire pour Gaza, étaient des individus qu'ils avaient sélectionnés parce qu'ils estimaient qu'ils étaient en accord avec leur vision du monde.
le club de motards infidèles. Vous savez, l'ancien directeur de branche sur le terrain de la CIA qui a travaillé avec le Mossad pendant la majeure partie de sa vie, de sa carrière. C'est ce genre de personnes qu'ils ont embauché. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un qui ne soit pas un flatteur du génocide dise « Eh oh là, attendez une minute, pause, ce n'est pas normal ». Eh bien, c'est le problème quand on autorise ensuite la force internationale de stabilisation à entrer à Gaza. Vous aurez des officiers militaires américains comme moi qui regarderont ça et diront « Non, 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 c'est pas normal ». Non seulement ce n'est pas normal, mais ce sont des crimes de guerre. Et quand davantage de voix, avec de l'autorité et de la légitimité, se mettent à dire « c'est un crime de guerre, c'est un crime de guerre, c'est un génocide », alors le récit s'effondre encore davantage. Donc je pense que ce qu'on va voir, c'est que Netanyahou va continuer à faire obstruction, à être un crapaud sur la route pour la force internationale de stabilisation qui est en train de prendre forme. Mais les États-Unis, sous le commandement de Jasper Jeffers, parce qu'il est désormais commandant à cet égard, c'est maintenant son rôle, c'est maintenant son devoir, vont poursuivre la planification de cette force. Ces soldats vont donc bientôt commencer à être déployés et positionnés en Europe, en pré-déploiement, ou sur certaines de nos autres bases dans la région, en Jordanie, en Arabie Saoudite, ce qui crée alors davantage de cibles prioritaires, d'importance militaire et à usage militaire, que l'Iran pourrait potentiellement frapper. Et si j'étais l'Iran, je surveillerais cette cible, tout comme les États-Unis le font en ce moment. L'amiral Cooper a dit au président la semaine dernière, vous savez, ce type-là, Elmer Fudd, a dit au président la semaine dernière, « Hey, vous voulez recommencer à tirer des missiles? Je suis prêt. Donnez-les-moi, patron. Je suis prêt. » Le commandement central des États-Unis dispose donc d'une liste commune de cibles prioritaires, très fournie, la JPTL. Ne croyez pas que l'Iran n'a pas lui aussi une liste de cibles très fournie. Ça marche dans les deux sens, et il faut le reconnaître. Donc, je pense qu'on va continuer à voir de la résistance. Peu importe. Peu importe si. Rappelez-vous, avant le récit, c'était « Hey, libérez simplement les otages ». Eh bien, ça fait des mois. « Oh, déposez simplement les armes ». D'accord, le Hamas a accepté cela, sous certaines conditions. « Hey, on déposera les armes. Vous faites ceci. » Et maintenant, Netanyahou dit « Eh bien, nous ne ferons pas ceci tant que vous n'aurez pas fait là. » Quand est-ce que cela a déjà marché dans l'histoire? À quel moment, dans l'histoire du monde, les opprimés se sont-ils appuyés sur la moralité de leur oppresseur ou lui ont-ils fait confiance? 0 fois. Jamais. Et le Hamas ne devrait pas non plus. Il ne devrait pas faire confiance. S'il existe une voie pour déposer les armes, elle ne devrait pas passer directement par Israël. Il devrait y avoir un intermédiaire, et ce sera probablement la force internationale de stabilisation. Donc pour le général de division Jasper Jeffers, qui a autrefois commandé la Delta Force, un officier que je connais et avec qui j'ai déjà travaillé, la tâche qui vous attend va opposer la moralité à la politique. Et j'espère qu'il fera le bon choix. Parce que si la Force internationale de stabilisation, ou FIS, continue de se heurter à des obstacles dans son déploiement, c'est parce qu'Israël ne veut pas que les autres voient la scène de crime. C'est simplement la vérité, telle que je la vois. Et j'y étais. Je l'ai vu. Tous ceux qui étaient sur le terrain avec la GHF et UG Solutions ont vu ce que j'ai vu. La différence, c'est le prisme à travers lequel ils l'ont vu. C'est bien. Nous sommes les infidèles. Nous vivons pour éradiquer les musulmans de la planète. Bien sûr que ça paraît normal. Hourra pour Israël. C'était leur prisme. Le mien, c'était « c'est un génocide et ce sont des crimes de guerre ». Je vous garantis qu'il y a des officiers comme moi, qui ont servi avec moi, qui étaient mes camarades de West Point et qui vont faire partie de cette ISF. Et quand ils entreront et qu'ils verront ça, ils diront la même chose que moi.
Netanyahou le sait, Tsahal le sait, le monde le sait. Donc, cette ISF va rencontrer des frictions au moment de prendre forme, si tant est qu'elle prenne forme un jour. Mais le plan du moins, le plan actuel, prévoit 5 zones. La première serait établie dans le sud, sur une base déjà en construction pour les troupes américaines dans le sud de Gaza, près de Tal al-Sultan, près de l'endroit où se trouvait le site sécurisé de distribution numéro 1 de la GHF. GHF Secure Distribution Site number 1 was. It's on that same piece of terrain. C'est sur ce même terrain qu'on prévoit d'abord le déploiement de jusqu'à 2500 soldats américains, puis, à terme, de 5000 pour cette force internationale de stabilisation, appelée à durer des décennies afin de reconstruire Gaza. Et c'est inquiétant. L'Amérique doit en prendre conscience. La guerre avec l'Iran est un aspect dont chaque Américain doit clairement comprendre la direction qu'elle prend. Des soldats américains sont sur le point d'entrer à Gaza pour s'interposer entre ce qu'Israël fait et les populations sur le terrain. Chaque Américain doit être conscient de ce qui se passe. Et le Liban, ne l'oublions pas. Ne détournons pas les yeux de ce qui se passe. Israël a frappé le sud du Liban ce week-end de façon horrible. L'Amérique, le monde, nous ne pouvons pas détourner les yeux de cela. America, the world, we cannot take our eyes off of this. Tony, lors de cette réunion que Marjorie Taylor Greene a mentionnée dans son tweet, il était question de réunion stratégique. Qui participe à cette réunion? Est-ce qu'il y a Pete Hegseth, le général Kane? Et quand il s'agit de la stratégie militaire des États-Unis, est-ce qu'ils ont autour de la table des gens qui connaissent le terrain, qui ont combattu, qui ont participé aux opérations au sol, qui connaissent le terrain, qui ont planifié la guerre? Ou est-ce que ce sont des généraux qui sont essentiellement des figures politiques et qui ne savent pas ce qui se passe? Est-ce qu'on sait quoi que ce soit à ce sujet? Ne faisons pas semblant. Marjorie Taylor Greene reste en contact avec des gens qui savent, pas à titre officiel. Et je ne pense pas que qui que ce soit lui ait transmis des informations classifiées. Mais il ne faut pas être un génie de la planification militaire pour regarder cela, dès lors qu'on a au moins le recul et l'expérience nécessaires. Ce n'est pas aussi évident pour le profane ou l'observateur moyen. Mais pour quiconque a été dans l'armée ou a servi à ce niveau de gouvernement et a eu accès aux informations auxquelles Marjorie Taylor Greene a eu accès, il n'est pas difficile de croire qu'elle reste en contact. Donc lors de ces réunions, et, vous savez, petite digression rapide, puis je reviendrai à ces réunions. Donc, la réunion entre les conseillers à la sécurité, vous savez, les conseillers à la sécurité et les militaires, eh bien, il y a probablement Donald Trump, Pete Hegseth, Dan Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, Brad Cooper, le commandant du commandement central des États-Unis. Il y a aussi vraisemblablement Mitch Bradley, l'amiral Mitch Bradley, le commandant du SOCOM américain. Il faut toujours avoir cette option-là autour de la table, la Delta Force, les Navy SEAL, et ainsi de suite. Tout cela dépend du SOCOM, donc il est toujours là. Ils ont ces gens-là. Ils font probablement venir Jared Kushner, probablement Marco Rubio, puisqu'il est le conseiller à la sécurité nationale. J'imagine qu'il ferait venir Poult, du DNI. Je ne sais pas à quel point on lui fait confiance, ni quelle valeur ajoutée il apporte, puisqu'il ne fait en réalité qu'occuper le siège de Tulsi Gabbard depuis sa démission. Et vous n'avez plus le discernement, l'expérience et la sagesse d'un Joe Kent. Et encore une fois, Andy a récemment démissionné la semaine dernière. Donc vous avez ce vide. Tous les membres de ce cabinet présidentiel, dans ces réunions, sont dans une chambre à vide. Ce ne sont que des gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Et je veux apporter rapidement quelques éléments de compréhension avant de revenir à ce que Marjorie Taylor Greene sait peut-être ou peut-être pas, ou à ce que je pense qu'elle sait.
Alors, Brad Cooper, le commandant du commandement central des États-Unis, n'est pas sur un porte-avions. Il n'est pas sur un navire de commandement quelque part dans le Golfe. Il n'est pas dans un bunker quelque part. Il n'est pas dans la zone de guerre. Le quartier général du commandement central des États-Unis se trouve à la base aérienne MacDill, en Floride. Is in MacDill Air Force Base, Florida. That's where Brad Cooper is right now. C'est là que se trouve Brad Cooper en ce moment. Donc, alors que le commandement central des États-Unis est en guerre, Brad Cooper n'est pas dans la région. Il est à la base aérienne de MacDill, en Floride, la belle base aérienne ensoleillée de MacDill, en Floride. Il est souvent appelé à des réunions à Washington, mais il ne fait pas des allers-retours vers la zone de guerre. Lors de ce déplacement qu'il vient d'effectuer, vous avez vu aux informations ce week-end que l'amiral Cooper a visité l'USS Lincoln. Il est arrivé par avion, a fait quelques déclarations, puis est reparti. Il est peut-être passé par d'autres endroits dans la zone de responsabilité pour serrer des mains et parler aux gens. Mais il est de retour à la base aérienne de MacDill. Il n'est pas là-bas à commander des navires en pleine guerre. Ce n'est pas le général Patton. Ce n'est pas le général Schwarzkopf. Ce ne sont pas des commandants des forces terrestres qui dirigent leurs troupes. Lui, il est à la base aérienne de MacDill, en Floride. Et ce qui m'a vraiment dérangé ce week-end-là, c'est que Pete Hegseth, avec ses déclarations pendant son séjour au Panama, et Donald Trump, avec ses déclarations alors qu'il quittait Bedminster, dans le New Jersey, il a dit qu'il avait passé un excellent week-end. Donald Trump a dit qu'il avait passé un excellent week-end, qu'il avait beaucoup fait. Pete Hegseth, Dieu sait où il est après son voyage au Panama, et l'amiral Brad Cooper, les dirigeants de notre armée, disent « Oh, l'USS Lincoln, tout va bien. Ce n'est pas un problème. Ils inventent ça. Ce ne sont que quelques marins mécontents. » Brad Cooper dit « Je veux aller leur parler. » Tout va très bien. Non, ce n'est pas le cas. Amérique, réveille-toi. Ce n'est pas acceptable. Tout ne va pas bien. Et je veux souligner la différence. Nous savons tous où vit le président, à la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago ou à Bedminster, peu importe où. Nous savons que Pete Hegseth a littéralement fait expulser des officiers généraux de leur logement à Washington pour pouvoir emménager dans un logement sécurisé. Mais, vous savez, Brad, tout le monde pense que l'amiral Cooper est en guerre. Il n'est pas en guerre. Vous savez où il vit, n'est-ce pas? Voici la maison de Brad Cooper. Et je ne révèle pas son adresse. Je suis déjà allé dans cette maison. C'est indiqué sur le site web de la base aérienne de MacDill, les quartiers de l'amiral. Brad Cooper, le commandant du commandement central des États-Unis. Je vous le dis, soyez un chef. Représentez vos marins, vos aviateurs, vos marines et vos soldats qui sont en mer, sur le terrain et dans cette guerre. Parce que Brad Cooper, il est à la base aérienne de MacDill, en Floride. Il vit dans une maison de 6 chambres, de près de 500 mètres carrés, avec des majordomes, des cuisiniers, des chauffeurs et des aides de camp. Et pourtant, il a l'audace de soutenir le président quand le président des États-Unis dit qu'il devrait encaisser et se taire. Que tout va bien. C'est une honte pour l'armée, c'est une honte pour ses militaires. Et l'Amérique doit se réveiller et dénoncer ça. Donc je trouve ça tout simplement écœurant quand on y pense. Alors, revenons à cette réunion qu'ils ont eue. Oui, Brad Cooper. Brad Cooper peut assister à ces réunions en personne parce qu'il en fait partie. En fait, retenez bien mes mots. Chaque fois que le président est à Mar-a-Lago et qu'il tient des réunions, qui pensez-vous qu'on y trouve? Brad Cooper. Il n'est qu'à 30 minutes de là. Donc ces réunions qu'ils tiennent, c'est une chambre d'écho. Les informations que Marjorie Taylor Greene peut obtenir viennent soit d'anciens collègues qui sont dans la salle, soit d'autres commandants militaires au courant de ce qui se dit. Nous savons que cette administration fuit comme un barrage vieux de 200 ans, qu'elle laisse filtrer les informations de partout. Les informations qu'elle a obtenues ont-elles fuité?
Did the information that she get leaked? I don't think so. It's you can put two and two together. Je ne pense pas. Vous pouvez faire le rapprochement. Mais ce week-end, ou plutôt la semaine dernière jusqu'au week-end, Tucker Carlson a organisé une grande réunion avec Marjorie Taylor Greene, Joe Kent et d'autres. À votre avis, de quoi ont-ils parlé? Ils n'ont pas parlé de la météo à Amarillo. Ils ont parlé de ce conflit. Donc oui, ils savent ce qui se passe. Et le fait que les États-Unis, ou plutôt le président des États-Unis, envisage l'option nucléaire ne me choque pas du tout. En fait, ce qui me surprend davantage, c'est qu'il ne l'ait pas déjà fait. Ça arrive. Ça arrive bientôt. It's coming. It's coming soon. Yeah. Yeah. Thank you. Oui, merci. Merci, Anthony. It's C'est compliqué. complicated. Ce qui se passe est incroyable. It's unbelievable what's going on. It's complex. C'est complexe. C'est compliqué quand on veut continuer à croire que la rationalité nous guide. Ce sera toujours complexe. C'est complexe. C'est complexe. Mais si l'on considère encore que ce sont des acteurs rationnels qui dirigent, alors oui, c'est compliqué. Quoi? Comment est-ce possible? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous n'avons pas d'acteurs rationnels aux commandes. Nous en avons pas. Alors, quand vous reconnaissez que Donald Trump et Pete Hegseth n'abordent pas cela de manière rationnelle et qu'ils mentent au peuple américain sur l'état de nos missiles de précision et sur l'état de notre marine en mer, vous imaginez ça? Comme la plupart des Américains et tous ceux qui écoutent, ne me croyez pas sur parole. Allez voir l'Institut naval des États-Unis où j'ai trouvé cette information. Vérifiez par vous-même. Nous remplaçons un porte-avions par un porte-avions qui est tout aussi vieux. Et j'ai déjà soulevé au forward auparavant. And I made this point before. The USS Abraham Lincoln. L'USS Abraham Lincoln, qui est actuellement en mer comme porte-avions de tête dans le combat contre l'Iran et ses capacités de guerre asymétriques. Ce porte-avions-là, exactement le même, c'est celui sur lequel George Bush a atterri en 2003 pour annoncer à tout le monde « Mission accomplie ». C'est l'USS Lincoln. Le même USS Lincoln qui se trouve en ce moment dans la zone de responsabilité du commandement central et qui tombe en morceaux. Alors, si un Américain doute de la parole de nos militaires à bord de ce navire, à qui allez-vous faire confiance? Je vais vous le dire, ils sont sur un bateau de 44 ans. Oui, il y a des problèmes. Et qu'est-ce que cette administration va faire à ce sujet? Je pense que Trump est désespéré. Et comme je l'ai déjà dit, les hommes désespérés au pouvoir font des choses stupides. Et je pense que c'est ce que nous allons voir d'ici, vous savez, la fin août. Septembre va être une période critique pour notre pays. End of August, September is going to be a critical time for our country. Oui, oui. Merci beaucoup, Anthony, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Thank you, Nima, and take care. Merci, Nima, Thank you for continuing, et prends soin de toi. to Merci aussi de continuer à mettre ces sujets en lumière, à en parler. It's very important. Il est très important que les gens comprennent quelle est la vérité derrière tant d'informations complexes. So much complex information. Oui, exactement. Exactement. À bientôt, Anthony. Anthony, Thank you. Merci, Nima. Prenez soin de vous, merci. take care.